Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Emploi, la ville de Coignères organise une fois de plus sa grande journée de recrutement. Nous avons suivi un Yvelinois en recherche d'emploi qui participait à ce salon. L'association Suzanne Michaud aide les personnes en recherche d'emploi à créer leur projet. Cette année, cette maison de créateurs d'entreprises fête ses 10 ans, l'occasion de célébrer l'événement avec tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Des entreprises estampillées Made in France, il y en a plusieurs dans les Yvelines. À l'occasion du salon Made in France, nous en avons rencontré plusieurs. Certaines, comme Blue et Lina, connaissent un vrai succès. Enfin, dans notre entretien de la semaine, nous parlerons de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous en parlerons avec Christian Rose. Bonsoir. Vous êtes le président de Cap Emploi 78, un organisme chargé de placements spécialisés. Nous aborderons avec vous cette question à l'occasion de la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Mais avant cela, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Comme je vous le disais en titre, comme chaque année depuis 12 ans, la ville de Coignères organise sa journée de recrutement. Nous avons suivi le parcours d'Abderrahmane. À 31 ans, cet Yvelinois a cumulé de nombreux métiers au cours de sa vie professionnelle, mais n'a jamais réussi à trouver de travail stable. Regardez ce reportage signé Anthony Reich. Armé de sa pile de CV, Abderrahmane vient tenter sa chance parmi les centaines de candidats dans les allées de ce forum de recrutement. À 31 ans, ce père de 3 enfants a un peu fait tous les métiers. De chauffeur-livreur en passant par maçon ou aide à la personne, ce ne sont pas les compétences qui manquent sur son CV. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, je ne vous le mens pas, c'est très compliqué de trouver du travail malgré que j'ai de l'expérience. Après avoir discuté avec 2 recruteurs, il s'arrête au stand de cette entreprise spécialisée dans la toiture et l'isolation de maisons. Vous faites un peu de toiture, façade, isolation, menuiserie. Bon, en fait, moi, j'ai fait un petit peu de maçonnerie, j'ai fait du bâtiment. 5 minutes d'entretien, il ressort avec un peu d'espoir. Bon, ça s'est passé pas mal, hein. On m'a expliqué comment l'entreprise fonctionnait. Et justement, ça m'intéresse, que tout se passe bien. D'après la personne là, qui recrute, ils m'ont dit que, comme quoi, normalement, il y a de l'opportunité dans ce métier-là et qui recherche aussi. Lors de cette 12e journée de recrutement à Coignères, 35 entreprises étaient présentes. La plupart proposent des postes en CDI sur Saint-Quentin en Yvelines ou sa région. On est ouvert à tout type de profil en fait, hein. On n'a pas d'arrêt comme on vous disait, c'est pour ça qu'on est présent sur le salon. Donc que ce soit junior, senior, après c'est la motivation qui compte sur les emplois de commerciaux notamment et le savoir-être face aux clients. Donc à partir du moment où les gens ont la capacité à faire les choses et ont le projet à faire les choses, on est ouvert à tout type de profil. Dans les Yvelines, 7,2% des personnes actives étaient au chômage au mois d'octobre. L'association Suzanne Michaud fête ses 10 ans. Implantée dans les Yvelines, elle aide les personnes en recherche d'emploi et les porteurs de projets à concrétiser leur idée d'entreprise. Mercredi soir, cet anniversaire était célébré à la mairie de Versailles, la ville qui a vu naître l'association et l'a accompagnée à ses débuts. De nombreux créateurs d'entreprises aidés par l'association étaient présents. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Florence Ferret est une créatrice accomplie. Ex-consultante pour des cabinets de conseil, elle décide en 2010 de fonder son entreprise de produits cosmétiques biologiques. Sa rencontre il y a 1 an avec l'association Suzanne Michaud lui a permis de commencer concrètement cette aventure. Je pense que je manquais vraiment de soutien presque sur le plan psychologique un petit peu, enfin de gens qui m'accompagnent et qui envient un peu. Et Suzanne Michaud me l'a vraiment apporté. Et ils m'ont accompagnée vraiment, j'ai fini par obtenir un prêt d'honneur qui était de 50 000 €, donc c'est pas négligeable, c'est un des plus élevés qu'on puisse obtenir en France. Et ils m'ont accompagnée, voilà, ça a duré plusieurs mois, il y a eu des échecs, puis on a réussi, mais à l'impression d'être ensemble. Plus d'1 millier de personnes ont été accompagnées en 10 ans par l'association. 25% ont créé leur entreprise et 5% ont trouvé un emploi salarié. Cela grâce au tutorat, la force de cette association. Tous les candidats que nous accompagnons, nous sommes 2 tuteurs, donc avec 2 visibilités, 2 regards sur la création de l'entreprise et la préparation de cette création d'entreprise. On travaille vraiment sur le business plan. 50 tuteurs encadrent bénévolement les candidats. En 10 ans, le nombre de projets et de personnes accompagnées ne cesse d'augmenter. Depuis 2004, le nombre de créations d'entreprises a quadruplé. On compte 255 entreprises qui ont été créées et de nombreux retours à l'emploi de salariés et aussi des gens qui tout simplement ont retrouvé confiance en eux-mêmes pour aller rechercher activement un emploi et ça c'était un point fort de l'association.
Un anniversaire célébré avec les honneurs. Pour l'occasion, l'association a lancé son club de créateurs d'entreprises, une façon de prolonger son action et de faire aux entrepreneurs un cadeau de plus. À noter que depuis cette année, une antenne de l'association Suzanne Michaud a ouvert à Montigny-le-Bretonneux. Vous pouvez y aller sur rendez-vous. Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'association Suzanne Michaud. Le numérique et l'innovation étaient au programme de la 15e semaine École-Entreprise dans les Yvelines. Au programme réunion d'information, visite d'entreprise et présentation de différents métiers par des professionnels. Ces manifestations ont lieu un peu partout dans les Yvelines. L'objectif de cette initiative, faire découvrir aux collégiens et aux lycéens le monde de l'entreprise afin de les aider dans leur orientation future. Un reportage de la rédaction. Travailler dans une entreprise de jeux vidéo le rêve de nombreux jeunes. Avec cette conférence animée par un professionnel et organisée par la Cité des métiers à Trappes, ces collégiens découvrent les réalités du monde de l'animation, des métiers dont on parle peu en classe. À l'école, on ne nous enseigne pas vraiment notre métier ou ce qu'on veut faire. On nous enseigne plutôt quelque chose de précis. Ils sont encore un peu loin de la réalité. Et juste sur un point très bête, sur le niveau d'études qu'il faut avoir. Par exemple, je sais dessiner, je peux faire du jeu vidéo. On a souvent l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est doué, ce qu'on a fait le fameux doué, n'a pas besoin de faire des études. Et c'est faux, dans les jeux vidéo comme ailleurs, il faut faire des études. Ça m'a permis d'avoir vraiment un but, de savoir pourquoi j'allais à l'école. Au lycée Villaroy, le monde de l'entreprise et de la formation se déplace auprès des élèves. L'Institut de formation par alternance de Lerozois présente ses BTS domotique, numérique ou électrique aux lycéens. Les filières en alternance et apprentissage débouchent aussi sur ces métiers d'avenir, même si elles séduisent encore trop peu de jeunes. Ça a l'air intéressant à faire, ça doit être une bonne expérience j'imagine, mais j'ai pas trop envie de faire ça. Je pensais faire une prépa maths sup, maths spé et une école d'ingénieur. Ça m'a intéressé, même si j'avais déjà, je sais ce que je vais faire plus tard. Mais c'est bien de savoir d'autres filières possibles qu'on peut faire. À l'IFA de Lerozois, plus de 80% des jeunes en alternance ou en apprentissage sortent diplômés et près de 90% trouvent un emploi à la fin de leur formation. Valoriser les cursus à caractère professionnel et déconstruire certains clichés, c'est aussi ça le but de la semaine école-entreprise. On est encore avec des mentalités qui pensent que l'apprentissage n'est pas une formule intéressante et où on envoie en fait les personnes qui n'ont pas des niveaux intéressants. C'est faux puisqu'on a quand même des partenariats avec les universités, partenariats avec de grandes écoles, on a des écoles d'ingénieurs, donc on n'envoie pas quand même des jeunes qui n'ont pas de niveau sur ces formations. L'alternance et l'apprentissage, des moyens de rapprocher un peu plus les élèves du monde professionnel. L'année dernière, plus de 800 jeunes et enseignants s'étaient inscrits aux rencontres école-entreprise. Ils sont 1900 cette année. Parlons de bâtiments à présent. La CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, a inauguré sa première antenne dans les Yvelines, à Jouy-en-Josas. Un nouveau lieu pour ce syndicat professionnel patronal, représentant principal des entreprises du bâtiment, comme nous l'explique Dominique Métayer, le président de la CAPEB, au micro de William L. C'est un message fort le fait d'ouvrir cette antenne sur le département des Yvelines, le 78, puisque nous avions une implantation physique sur l'ensemble des 3 autres départements et il ne manquait plus qu'ici qu'une implantation physique pour accueillir, apporter le service de proximité à l'ensemble des artisans du bâtiment des Yvelines. Cette inauguration était aussi l'occasion d'attirer l'attention sur la situation particulièrement difficile des métiers du bâtiment. La situation est très préoccupante dans le bâtiment, que ce soit sur les Yvelines ou ailleurs. Nos trésoreries sont exsangues pour la plupart des entreprises. L'activité n'est pas au rendez-vous et les entreprises sont vraiment dans une détresse importante. Et cette détresse qui dure depuis maintenant 2008 commence à se ressentir dans les fermetures d'entreprises, les liquidations d'entreprises et principalement celles du bâtiment. Il est maintenant temps de passer à notre entretien de la semaine. Cette semaine, nous allons parler d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes, je le rappelle, avec Christian Rose, président de Cap Emploi 78. Donc, Cap Emploi, c'est un réseau national qui regroupe 103 antennes d'organismes de placement spécialisés au service des personnes handicapées, des employeurs pour l'adéquation d'emploi, compétences et handicap. Alors tout d'abord, Christian Rose, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que vous faites au sein de Cap Emploi ? Voilà, alors
Cap Emploi est effectivement un organisme de placement spécialisé qui est adossé à une association Insertion Handicapés Yvelines, qui a vu le jour à l'époque par la NPE et la DTVFP, et nous accompagnons les personnes en situation de handicap vers l'emploi, et nous aidons également sur la partie maintien, 5m78, les entreprises à maintenir les personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise. Voilà. Quelle est la situation des demandeurs d'emploi en situation de handicap dans les Yvelines, dans notre département ? Écoutez, le chômage des personnes en situation de handicap a considérablement cru ces dernières années, malheureusement pour elles. Le contexte économique, on vient de l'entendre sur vos reportages, est tel que les difficultés d'accès à l'emploi pour ces personnes-là en particulier sont croissantes. 5000 demandeurs d'emploi aujourd'hui reconnus travailleurs handicapés, un taux de chômage effectivement de 7 à 8%, inférieur certes à celle de la moyenne nationale, mais quand même préoccupante pour les Yvelines. Que vous disent les demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap dans les Yvelines? Quels sont un petit peu leurs ressentiments, les problèmes vraiment qui les touchent le plus dans leur recherche d'emploi? La difficulté, c'est d'abord effectivement de pouvoir gagner la confiance des employeurs. Les employeurs, vous le savez, ont un certain nombre de freins à l'embauche, de réticences, en particulier sur le handicap, lié à un absentéisme, à une possible maladie, à une difficulté peut-être à accomplir un certain nombre de tâches, des besoins d'assistance ou d'adaptation qui font que ces personnes, la plupart du temps, ont plus de mal à expliquer la raison pour laquelle effectivement tous ces freins sont à lever et pour que l'entreprise puisse enfin les recruter. Est-ce qu'on pourrait dire que le premier problème est avant tout la barrière mentale, peut-être des employeurs? Oui, ça joue effectivement encore aujourd'hui. La société a tout de même ouvert plus largement sur la diversité, l'égalité des chances, hommes-femmes, sur le monde du handicap aujourd'hui et sur la responsabilité sociétale et sociale des entreprises. On a effectivement une évolution de la mentalité, si je puis dire, du recruteur, mais l'immédiateté du besoin d'une population formée, compétente, fait qu'aujourd'hui on constate malheureusement qu'encore un certain nombre, un trop grand nombre de personnes restent sur le pas de la porte. Quand on parle de handicap, on pense souvent à des handicaps lourds, à des choses vraiment très contraignantes. Est-ce que c'est un cliché qui est dans les entreprises? Oui, c'est un cliché puisque en fait on a très peu de personnes en situation de mobilité réduite ou en situation de déficience sensorielle, qu'elles soient aveugles, malentendantes ou en fauteuil roulant manuel ou électrique. C'est vraiment un cliché, c'est l'identification même de la personne handicapée. Or il s'avère que plus de 80% des personnes, pour elles, le handicap est invisible. Suite à des difficultés, maladies invalidantes, des difficultés de santé, mal de dos, station debout pénible et autres. Et donc c'est effectivement un cliché qu'il faut lever puisque la personne handicapée est une personne comme vous et moi avec des soucis de santé et qui contraignent certes effectivement à une adaptation de poste ou à une prise en compte particulière de l'entreprise, ce qui est un des freins justement à son embauche. Est-ce que c'est plus difficile pour les personnes, on va dire, qui naissent avec ce handicap-là, ou pour des personnes qui ont un handicap au cours de leur vie? Comment vous les orientez? Est-ce qu'il y a un travail différent selon... Il y a un travail différent sur la reconnaissance et le déni du handicap. Il y a une franchise, enfin une étape à franchir pour lever en fait cette difficulté. Certains même accèdent à l'emploi sans avoir à parler de leur propre handicap, craignant que l'employeur refuse leur candidature. Pardonnez-moi. Donc il y a effectivement tout ce travail d'accompagnement des conseillers en emploi pour lever ces freins et puis permettre à la personne d'être à l'aise et de pouvoir parler de son handicap de façon à rassurer en quelque sorte le recruteur qui se trouve en face de la personne. Est-ce qu'on va dire que le facteur un peu du chômage, est-ce que c'est plutôt du côté des entreprises ou peut-être plutôt des personnes qui n'osent peut-être pas parfois aller vers les entreprises, aller demander je sais pas, un entretien parce qu'ils se sentent peut-être pas très légitimes ou qu'ils ont peur justement du regard du monde professionnel? Non, je pense qu'aujourd'hui la crainte est levée. L'organisation de cette semaine, 18e semaine nationale du handicap, permet justement la rencontre des personnes en situation de handicap
sans difficulté avec l'entreprise. Cette mise en relation qu'on essaye de faire tout au long de l'année, bien évidemment, prend une part plus active à cette occasion, notamment à l'occasion de forums ou autres. Je dirais la difficulté aujourd'hui, elle est véritablement liée à la crise plus économique qu'une mauvaise volonté des entreprises à vouloir recruter ces personnes. On a une bonne collaboration de l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites, et la plupart d'ailleurs, plus de 30% d'entre elles recrutent alors qu'elles n'ont aucune obligation d'emploi. Les autres, effectivement, pour leur part, contribuent à la hauteur de leurs possibilités. Alors justement, en parlant des entreprises, quelles sont peut-être les entreprises qui recrutent le plus? Vous parliez des petites entreprises, et quels sont aussi les secteurs qui justement sont beaucoup plus ouverts aux personnes en situation de handicap? Alors écoutez, le secteur, c'est plutôt effectivement des secteurs tertiaires où on a l'habitude de pouvoir positionner plus facilement des personnes pour lesquelles il y a une aptitude au poste précédente. Donc on a effectivement tout le secteur de l'industrie qui est plus difficile effectivement sur cette partie-là. Sur le partie du BTP, bien évidemment, c'est très compliqué puisque en fait les gens en sortent plus qu'ils n'en rentrent. Donc le secteur tertiaire est effectivement un des secteurs sur lequel on reconvertit un certain nombre de personnes. On parle notamment du problème de l'emploi parce que les personnes en situation de handicap n'auraient pas assez de qualifications. Est-ce qu'il y a un problème qui est lié à la formation, peut-être à l'université, aux études, un problème donc qui est en amont? Alors en amont, probablement, on a encore malheureusement un certain nombre de personnes en situation de handicap qui ont trop faible niveau de qualification par rapport aux besoins aujourd'hui, surtout dans les grands groupes et sur le bassin de l'emploi de 50 ans en Yvelines en particulier. Pour autant, l'éducation nationale, les universités font des efforts considérables. Quelles sont un petit peu les actions mises en place par les universités Alors ils ont toutes maintenant un chargé de mission donc handicap avec lesquels on entretient des relations également et ces chargés de mission entretiennent des bonnes relations avec donc les employeurs pour effectivement aider au placement des étudiants en situation de handicap. Donc je dirais que les choses ont quand même beaucoup progressé, évolué, y compris au niveau collège et donc lycée, nous avons la plupart du temps des auxiliaires de vie scolaire qui aident aussi à l'intégration des personnes. Donc on a une nette amélioration de cette situation et plus grand nombre de jeunes arrivent aujourd'hui en études supérieures et donc cette situation de faiblesse de compétences, en tout cas de niveau d'études, progressivement sera levée. Est-ce qu'il y a des normes à respecter qui effraient les entreprises pour justement aller vers l'embauche des personnes handicapées? Les conditions souvent sont celles de l'adaptation des postes de travail ou voire même de l'accessibilité proprement dite des bâtiments. Aujourd'hui, on sait qu'il y a encore de gros efforts à faire, même si la loi vise à tendre à cette amélioration des choses. Un des freins, effectivement, peut être lié à l'appréhension qu'ont les employeurs d'avoir à verser, débourser, adapter sur des sièges ergonomiques, sur des postes de travail et autres. Il faut qu'elles sachent, ces entreprises, que l'AGEFIP aide au financement de ces moyens de compensation, que ce soit en aide technique ou en aide humaine parfois, ou autres moyens d'aider les personnes interprétariat, langue des signes et autres pour favoriser effectivement l'accueil de ces personnes en entreprise. Je vous propose maintenant, Christian Rose, de regarder avec nous la question de la semaine. Dans notre question cette semaine, nous avons demandé à vous, Yvelinois, si vous pensiez que les entreprises faisaient suffisamment d'efforts pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui, dans mon entreprise, on est conscient du problème, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je crois que le fait d'être handicapé ne serait pas un motif dans mon entreprise de les exclure. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits justement pour pouvoir prendre les personnes handicapées. Quand on regarde, rien n'est adapté pour permettre l'accueil justement de ces personnes-là. À part dans d'autres endroits comme les ministères où il y a vraiment beaucoup d'handicapés qui sont employés, dans l'industrie, c'est pas vraiment le cas. Ils pensent que parce qu'on est handicapé, on est moins capable, c'est faux.
Alors Christian Rose, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Écoutez, chacun a son point de vue, bien évidemment. Quand on se trouve en entreprise, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On l'a dit à l'instant. Quand on est demandeur d'emploi, n'en parlons pas. Bien évidemment, on se confronte à la difficulté d'accéder à l'emploi. Et donc, on considère que les entreprises ne jouent pas le jeu. Je ne dirais pas ça, plus d'1 millier d'entreprises sont adhérentes à notre structure ou en tout cas collaborent activement au placement des personnes. Plus de 1000 contrats donc, réalisés en 2013 pour les personnes dans les Yvelines et en Île-de-France. Donc il y a un réel effort. Ceci dit, les personnes qui sont confrontées à ces situations le vivent souvent mal et ça se comprend. Merci Christian Rose d'être venu sur notre plateau. Nous poursuivons notre émission avec le chiffre de la semaine. Je vous en prie. Plus 7,6%, c'est l'augmentation du chômage entre 2013 et 2014 pour les personnes en situation de handicap. En décembre 2013, on recensait dans les Yvelines 5157 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cela représente environ 7% des demandeurs d'emploi sur le département. À noter qu'en France, ce nombre s'élève à 400 000. Je vous propose maintenant de passer à notre dossier de la semaine. Le Made in France est une tendance à la mode pour les entreprises françaises. Cela consiste à produire ou développer la majeure partie de leur activité en France. Dans les Yvelines, plusieurs entreprises se sont lancées dans cette aventure Made in France. Nous en avons rencontré plusieurs au salon Made in France. Et vous allez le voir, le succès n'est pas loin. Un reportage réalisé avec William L. et Romain Ruspini. La petite marinière. Une marinière, tout un symbole pour cette marque de vêtements Made in France. Implantée dans les Yvelines à Triel-sur-Seine, cette jeune entreprise, née en 2013, crée et confectionne plus de 90% de ses vêtements et accessoires en France. L'objectif premier, c'était quand même de mettre en avant les savoir-faire, de montrer qu'en France aussi, on est capable de créer une marque sportswear et d'établir tout un univers. Et en fait, par la labellisation, on obtient une première réussite, c'est montrer qu'en France, les savoir-faire existent et ils sont reconnus. Un engagement salué par le label Origine France. Pour bénéficier de l'appellation Made in France, une entreprise doit produire 50% de son activité dans l'Hexagone. C'est le cas de cette start-up versaillaise. Elle propose sur Internet un abonnement de coffret avec des spécialités des terroirs. La France, c'est un pays qu'on adore. On parcourt la France tous les mois et on découvre à chaque fois des trucs incroyables. La moindre petite ville regorge d'histoire et ça intéresse beaucoup les gens d'ailleurs. Patrimoine oblige, la gastronomie est largement représentée au salon. Sur les autres stands, les nouvelles technologies occupent de plus en plus de place. Elle est dotée d'un système de géolocalisation et d'un bracelet sécurisé pour éviter que la personne, dans un accès soit de folie ou juste qui ait envie de l'enlever, ne puisse pas l'enlever. Cet opérateur d'objets connectés dédié à la santé est un invité de marque du salon. L'entreprise représente l'innovation Made in France. Basée à Elancourt, elle connaît un vrai succès, version française. Dans les objets connectés, les Français sont bien placés. Nous, on utilise en fin de compte des objets connectés qui ont été souvent fabriqués par d'autres pour pouvoir les intégrer dans un système d'information, un cockpit, pour pouvoir suivre des personnes. Créée en 2006, Bluelina propose différents équipements pour le maintien à domicile. S'ils ne sont pas tous entièrement produits en France, l'entreprise propose en plus un service avec des opérateurs conseillés. En relation permanente avec les clients, ils répondent aux appels en direct de Paris ou d'Elancourt. La logistique, la conception, le service après-vente se font, eux, à Saint-Quentin en Yvelines. C'est plus simple pour le SAV, c'est aussi parce que nous avons de petits volumes. Ça peut paraître énorme, on suit près de 12 000 particuliers à leur domicile, mais en même temps, on n'achète pas 1 million de bracelets ou 1 million d'objets connectés. Donc autant les produire et les concevoir en France. Dans le secteur de la santé et de l'accompagnement, le Made in France fonctionne bien. La cible des seniors qui sollicitent un accompagnement s'y prête particulièrement. 470 établissements d'hébergement pour personnes âgées font déjà appel au service de l'entreprise. Le côté fait sur place, mis au point sur place, garanti sur place, forcément ça introduit de la confiance. En 2 ans, l'entreprise est passée de 2 à 90 employés. Son chiffre d'affaires s'est multiplié par 9. Il devrait dépasser les 4 millions d'euros pour l'année 2014. C'est peut-être ça, le rêve français.
Et dans notre agenda cette semaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Mercredi 26 novembre, c'est la 14e journée pédagogique des professions du chiffre. L'événement, principalement dédié aux élèves, a lieu toute la journée au Théâtre du Chesnay. Au programme, réunion d'information et découverte des métiers d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour participer, il faut s'inscrire. Dans le cadre de la semaine École-Entreprise, une société ouvre ses portes au public, c'est l'entreprise Iscar. La société fabrique des outils pour l'industrie mécanique. Demain, elle accueille toute la journée des scolaires et samedi matin, elle reçoit les élèves et leurs familles. Là aussi, il faut s'inscrire. Vous pouvez contacter la Cité des métiers. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fil Éco. Je vous souhaite une très bonne soirée.